Imagine que vous êtes le type faible et méprisé du groupe d'amis. Et malgré tout, la fille qui a grandi avec toi et qui est assez maintenant populaire t'aime bien. Mais à cause de cela, une bande obsédée par elle te frappe et t'humilie jusqu'à ce que tu touches le fond. Et c'est là que tu trouves un cube vide. En nourrissant ce cube avec des pierres ramassées dans la rue ou des pierres très précieuses, tes statistiques physiques augmentent aléatoirement, jusqu'à ce que tu deviennes une personne complètement différente. Eh bien, cette histoire commence avec ce type, apparemment normal, qui apparaît dans cette ville avec pas mal de style. Cependant, grâce à un pouvoir, il disparaît. Pendant ce temps, on voit cette petite fille dans une école assez ordinaire, où la petite reçoit un appel l'avertissant que bientôt, ils viendront la chercher et qu'elle doit se préparer. La fille, à cet âge, comprend peu de choses, mais elle voit ses camarades disparaître, ne laissant que des hommes en costume. En plus de Turbio, c'est une situation qui change complètement l'aura de l'endroit. Alors elle décide de suivre les indications du type au téléphone pour finir par arriver dans un entrepôt. Heureusement, il s'avère que c'est le type d'avant utilisant la téléportation pour sauver la fille. Le problème est que les 4 d'avant ne vont pas lui faciliter la tâche. Pour une raison inconnue, ils ont besoin de cette fille. Alors l'épopée commence quand, rien qu'en courant, le type montre que sa condition physique est d'un autre niveau. Et quand il s'éloigne suffisamment, mettant la fille en sécurité derrière une barrière magique, il revient pour montrer son vrai niveau comme il se doit. L'humain apparemment normal possède une force insensée et frappe des types sans même broncher. Mais malgré cela, ses adversaires le semblent aussi être une sorte de surhomme qui encaisse énormément. Donc tant que l'un des deux survit, ils continueront. La tension continue de monter, le combat devient vraiment sérieux et les gens ordinaires Fada le savent quand ils voient dans Chouet des immeubles littéralement lancés à la figure. Cependant, l'allié est clairement supérieur lorsqu'il désintègre tout ce qui s'approche, le transformant en une masse qui détruit son rival, l'amenant à ce qu'on appelle des cycles. Et tout comme dans Jujutsu, il s'agit d'un espace entièrement contrôlé par l'hôte du pouvoir. Le type de costume est abouti, tout en démontrant qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir. Le super-humain remonte le temps en réparant tous les dégâts, pour que la petite Shen Yao n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé et puisse continuer sa vie. Exactement comme il l'a laissé avec son ami d'enfance, qui est justement le protagoniste de cette histoire, appelé Xiaoxi. Cependant, à partir de là, sa vie devient assez ordinaire et nous faisons un saut de quelques années dans le futur jusqu'à son époque de lycée. Avec la réunion typique dans un karaoké où les populaires veulent embarrasser le garçon discret. Alors ils demandent à Chen Yao, qui aime le mannequin et l'intelligent, confiant que ce sera l'un d'eux qu'il choisira. Mais il s'avère que depuis l'enfance, elle a toujours été intéressée par la même personne, ce qu'elle avoue directement au protagoniste. Cependant, les jaloux vont immédiatement le raconter au chef du gang de l'école Tsam, dont le chef, Dongjun, est obsédé par la fille. Alors le soir venu, ils finissent par le passer à tabac tout en le menaçant et l'humiliant, en lui montrant son état à elle par appel vidéo. Et maintenant, ils veulent le forcer à accepter que quelqu'un d'aussi faible que lui n'est pas à la hauteur de cette femme. Mais le gars préfère sauter du pont plutôt que de l'admettre, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cependant, il sombre lentement dans l'inconscience, coulant jusqu'au fond, où il voit ce curieux cube qui, lorsqu'il le touche, pour une raison quelconque, se lie à son corps, le transportant via un tunnel jusqu'à son futur espace. Un endroit où une voix inconnue lui annonce qu'il pourra désormais se téléporter dans un diamètre de 15 mètres. Ne comprenant rien, il utilise son pouvoir et se retrouve à l'école en pleine nuit pendant que les malfrats le cherchent. Le mieux est de se calmer. Il rentre chez lui sans utiliser son pouvoir, laissant Shen Yao tranquille, qui s'apprêtait à appeler la police. Et maintenant, plus calmement, il commence à comprendre que cet espace sûr se trouve à l'intérieur du cube, où il est l'hôte. Pendant ce temps, la voix doit obéir à ses ordres et l'aider à comprendre comment cela va fonctionner à partir de maintenant. Quelque chose appelé système d'univers définitif, quelque chose dont il ne comprend pas l'ampleur. Mais il le comprendra bientôt, car ses téléportations sont incontrôlées et limitées. Un jour, il peut mourir par manque d'énergie, ou simplement en tombant d'un endroit où il ne voulait pas aller. Avec une vision élargie à 15 mètres, il peut s'entraîner à savoir où se téléporter, mais sans en abuser. Parce que son corps doit le supporter avant de s'épuiser. S'il veut tenir plus longtemps et pouvoir protéger sa copine, comme le dit la voix, il doit s'améliorer, et pour cela, il doit manger. Des pierres, littéralement celles qu'on trouve dans la rue, ont une certaine charge d'énergie. Plus elles sont précieuses et spéciales, mieux c'est. Alors il commence à s'entraîner avec sa nouvelle vision et trouve une pierre ordinaire qui, lorsqu'il l'utilise dans l'espace du cube, libère soudainement de la puissance.
Et une simple pierre de bas niveau lui ajoute 2 points de force et 1 point d'endurance, améliorant son acide désoxyribonucléique. Mais en le renvoyant au lit, le lendemain après s'être reposé, il va à l'école, où son ami semble être plus attaché à lui après ce qui s'est passé. Cependant, après quelques flirts, ces voyous et leur chef arrivent justement en classe. Et en cherchant le protagoniste, il le voit essayer de se cacher. Cependant, la voix lui dit que les points de pouvoir du type, le traitant littéralement de déchet, sont à peine suffisants. A7 et lui en a 22. Bien que Chen Yao le repousse constamment, lui disant de s'éloigner, il essaie tout de même de ne pas chercher d'ennui. Ce type est un harceleur. Cette fois, Xiaoji va affronter les choses et d'une seule poigne, le type sent la pression. Néanmoins, son orgueil est blessé, alors il finit par le défier à un combat l'après-midi au gymnase. Le protagoniste finit par cacher ça à Chen Yao en disant qu'il rentre tôt à la maison. Mais sans surprise, il finit par arriver là où tout le monde se moque de lui. Après tout, il n'a jamais su se défendre et on profitait toujours de lui. Et même s'il est plus fort maintenant, il s'agit de 13 rivaux, ce qui lui laisse essentiellement 20% de chances de gagner. Heureusement, le provoquer pour avoir triché pousse Dong-Yun à appeler son meilleur guerrier avec 10 points de compétence. C'est un type avec une force imposante dont il doit se méfier. Il esquive la plupart des coups, ignorant les conséquences s'il est touché. Pendant ce temps, Chen Yao, en cours, est anxieux. Heureusement pour le protagoniste, la grande taille de son adversaire le fatigue vite. Chaque coup est plus lent, plus maladroit, et quand il parvient à l'attraper, il le détruit avec un coup de canon et une petite poussée contre le mur. Dong-Jun transpire déjà un peu en envoyant tout le monde se battre contre un seul. Le prota n'a plus d'autre choix que d'y aller de front, même si ses chances ne sont que de 30%. Tout le monde l'attaque, et plus que de se concentrer sur les coups, il doit faire attention aux coups de pied et aux attaques traîtres venant de toutes les directions. Malgré ses coups de pied dans l'entrejambe, affronter autant d'ennemis simultanément commence à le fatiguer. Tout est important, mais ici, malgré ses efforts, il prend un sacré coup quand tout le monde se jette sur lui. Son chef y voit l'opportunité de l'éliminer alors qu'il est à la traîne derrière le groupe. Le protagoniste, impressionné par le courage de son interlocuteur, décide de l'intégrer au combat en lui envoyant un petit cadeau en pleine figure. Pendant ce temps, il élimine progressivement chaque adversaire, gagnant leur respect. Cependant, l'énergie de son corps est sur le point de s'épuiser complètement. Cependant, Dong-Jun doit apprendre la leçon. Et alors qu'il le supplie de ne pas s'approcher, le chef d'un autre gang ennemi finit par apparaître. Pour se moquer de la façon dont il est humilié par un type aussi faible et en plus par une femme, c'est ça qui dérange le protagoniste. Il ne veut que Chen Yao ne soit pas le sujet de leur conversation. Mais il ne peut pas non plus trop le provoquer, car son niveau est désormais critique. La seule solution est donc de fuir en courant, en comptant les secondes pour recharger la téléportation. Quand possible, il éteint les lumières derrière ses rivaux, facilitant leur élimination grâce à sa vision. Même sans énergie, un coup dans le cou reste mortel. Le nouveau pouvoir du garçon est inhumain. Pendant ce temps, Chen Yao apparaît avec les directeurs, inquiète pour son ami. Mais dans ce cas, il serait essentiellement l'intimidateur. Elle décide alors d'utiliser Dong-Jun, humilié, pour une petite mise en scène. En se libérant de la situation pendant que son ami soigne ses blessures, il réalise que malgré sa force, son corps le limite. Il doit donc devenir bien plus puissant. Ils ont besoin de pierres présentes en abondance dans la ville. Certaines appartiennent à des propriétaires, d'autres sont très onéreuses. Pour l'instant, voler n'est pas envisageable. Alors, avec les économies qu'il a, il achète un kit d'excavation pour chercher des pierres dans la nature. Cela le conduit jusqu'à une montagne où il doit creuser près de 15 mètres. Il n'a pas le choix. Et comme il s'agit d'une grotte, il décide de chercher une petite fissure où son pouvoir de téléportation fonctionne. Car si un endroit est complètement fermé, il ne peut pas s'y faufiler. Mais il y parvient. Il tombe sur cette grotte inexplorée où une fois de plus, le chemin semble être bloqué. Il a déjà beaucoup progressé, alors il lui vient à l'esprit d'utiliser les infiltrations d'air pour se déplacer et, avec l'aide de son pouvoir, cela finit par fonctionner. Le problème est qu'il fait face à une énorme chute avec des surfaces plutôt instables. Et sans s'en rendre compte, parce qu'il est distrait par les pierres, il attire derrière lui un serpent géant. Au début, il ne le réalise pas et réussit à en éviter plusieurs grâce au train de transport. Mais rappelons-nous que c'est limité, et maintenant, il doit avancer par ses propres moyens pour ne pas s'épuiser et finir évanoui. Avec toute la prudence nécessaire, et même attaché avec une corde, il commence à récolter les cristaux. Cependant, en reconnaissant la zone avec son pouvoir de vision, il se rend compte qu'il n'est pas seul, et il se tend en voyant ce serpent qui l'attaque clairement.
Et même si le type, par chance, parvient à se libérer, il finit par tomber dans l'eau, où la créature a totalement l'avantage et il ne peut pas se téléporter dans le cube tant que cet anaconda est accroché à lui. Cela compte parmi ce qu'il veut déplacer dans l'espace, excédant la capacité maximale. Comme il peut avant d'être asphyxié, il se libère un peu, s'éloigne et une fois en sécurité, il respire tranquillement sans vraiment s'en rendre compte. Il vient d'ajouter à son système 11 gemmes qu'il peut même synthétiser, c'est-à-dire combiner certaines pierres pour les transformer en gemmes de niveau avancé, qui non seulement augmentent davantage ses statistiques, mais ont aussi la possibilité de lui donner une compétence spéciale. Il lui suffit d'attendre 100 heures, ce qu'il ne peut évidemment pas se permettre dans sa situation actuelle. Alors il laisse la majorité en synthèse et en consomme 2 directement, ce qui fonctionne, car cela lui donne 2 points de vitesse et 4 en esprit. Maintenant, il retourne sur Terre et le combat est totalement différent. Le serpent encaisse vraiment des coups auxquels il ne se défend pas parce qu'il porte une charge d'énergie assez forte grâce à la spiritualité chaque fois que son pouvoir évolue. C'est un véritable abus, mettant fin à l'animal. Alors que maintenant, Solo n'a plus qu'à attendre que ses gemmes élémentaires cuisent, tout en ajoutant une de plus provenant des restes du serpent. Il progresse plutôt bien, mais tout de même... C'est aussi le cas du chef de gang qu'il a frappé lors du dernier combat, qui est en train de se remplir d'une rage assez dangereuse. Pour l'instant, l'intensité s'accroît considérablement. Le 3e chapitre de ce nouveau donghua en diffusion prend fin ici. Ce dernier fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son animation. C'est le genre de TikTok sur lequel ils vont mettre des chansons de Linkin Park ou Monster. Le travail que font les animateurs est complètement fou. Beaucoup d'animes en sont jaloux, et de loin. Cela dit, l'histoire rappelle beaucoup d'autres séries du même genre. Cependant, d'après les aperçus, on voit que la romance va prendre beaucoup d'importance. Tout comme l'arrivée des vrais méchants, car les luttes de pouvoir sont imminentes. En tout cas, je vous invite à profiter de la série, et sur cette chaîne, vous aurez le résumé mis à jour dès que de nouveaux épisodes sortiront. Donc cela m'aiderait beaucoup. Avec un abonnement pour ne pas rater les résumés, et un objectif de 2500 likes pour vous poster la suite immédiatement. C'était un plaisir de vous résumer quelque chose à nouveau, en espérant que vous l'avez apprécié. Et en attendant d'avoir plus de chapitres de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui franchement est très bonne et assez méconnue. Nous commençons dans une ville contemporaine, où le progrès de l'humanité nous a littéralement menés à la même chose qu'aujourd'hui. Mais en cohabitant avec les extraterrestres les plus hallucinants de l'univers, mais aussi très dangereux, des bêtes si colossales que de grands héros sont apparus pour s'en occuper. Alors, par un lundi après-midi tranquille, Behemoth peut apparaître et écraser quelques enfants qui se trouvent là. Et c'est là que doit apparaître la Ligue des héros les plus puissants, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions le membre le plus faible, Jacen. Tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste Menke, qui ignore tout cela en menant une vie de routine très ennuyeuse. Du moins d'elle, c'était ainsi jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Avec un héros qui, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Cependant, un parasite caché dans son pendentif s'échappe et infecte le corps de la fille, lui donnant la condition la plus aléatoire. En réalité, si elle s'ennuie, le parasite dévorera progressivement ses organes et son sang jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une nouvelle incroyable pour une salariée de bureau, presque dépressive, qui décide d'accepter son destin. Cependant, Yasen est claire sur sa responsabilité, et quand elle lui dit en plaisantant qu'ils devraient échanger leur vie, cela ne se déroule pas exactement ainsi. Nous verrons bien, puisque nous avons Vignano, le jour où il n'a pas été vaincu, prenant des employés et le patron en otage. Malgré un bon combat au corps à corps, le protagoniste est désavantagé par la nécessité de protéger Menke. Plutôt que de rester inactif, il distrait l'ennemi qui cherche un robot doté d'intelligence artificielle. Et même si tout le monde accuse la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai chef apparaît par derrière, comme un robot parfait pour emmener l'ennemi dans le vide. Cependant, celui-ci finit par entraîner Menke et devient le héros d'une séquence épique en sautant pour arriver le premier au sol. Il se prépare juste pour les laisser tomber de la façon la plus inutile, laissant la fille dans le coma, qui voit toute sa vie ennuyeuse défiler devant elle. Et c'est ici que tout change, car elle prend le protagoniste comme esclave. Il s'agit d'un héros qui remplira sa vie d'aventure. Elle se prépare même à démissionner, ne voyant plus l'intérêt de travailler. Elle se moque de tous les salariés, de son collègue le gros. Arriver au bureau et voir le protagoniste nettoyer les fenêtres. La vie d'un héros n'est pas ce qu'elle paraît. En fait, leur façon de manger et de dépenser jusqu'à présent vient de ses propres économies.
Le type est à 2 doigts de vivre sous un pont, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il est vrai que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds sacs. Donc, pour le moment, il reste dans l'appartement de Menke, tandis qu'elle, évidemment, doit continuer à travailler. Donc le prota doit enquêter légalement pour savoir ce qui se passe. S'il laisse mourir cette humaine, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles pour lui, donc le mieux, c'est de chercher de l'argent pour la maintenir. Mais les missions de la guilde qu'il choisit sont plus difficiles. Sont-elles bien rémunérées malgré le risque de mort? Même ainsi, cette dynamique qu'ils créent tous les deux les amuse, surtout quand ils sont en danger de mort. S'exposer face à des robots extraterrestres surdoués ressemble à un jeu au point de passer même aux informations, bien qu'en arrière-plan. Mais lors de la routine du travail, ils n'en peuvent plus. C'est là que Men trouve la solution. Avant que son patron ne lui crie dessus, il remet son travail complet et rentre chez lui. Cependant, ce n'est pas totalement magique, car le protagoniste reste pour veiller sur la fille afin qu'elle ne meure pas la nuit au cas où le parasite l'attaquerait. Il voit des inconnus entrer dans la maison. Et il s'agit de ces mêmes robots humanoïdes, Konya, qui semblent chercher quelque chose et à cause desquels ils doivent s'enfuir. Cependant, Men dissimule le fait d'avoir littéralement attrapé son chef par la tête lors de la dernière mission. Elle y a gardé l'aide pour elle, résolvant ses problèmes professionnels. Maintenant, ils en sont dépendants. Et pour qu'elle ne meure pas, le protagoniste s'infiltre dans son travail pour extraire au moins l'intelligence artificielle sur un ordinateur, sans savoir que ce serait un piège. Du millionnaire derrière tout cela, connu sous le nom de Wang. Comme le type sait que Menke a gardé quelque chose dont il a besoin, il menace Jansen de le récupérer sans problème, où il révélera son secret. C'est ainsi que pendant 2 jours, il passe son temps à chercher en cachette de la fille, qui évidemment a tout entendu. C'est pourquoi lorsqu'elle se rend compte qu'on la surveille directement, Wan devient son patron. La même fille essaie de parvenir à un accord en demandant, en échange de la puce, sa propre intelligence artificielle pour le travail. Cependant, ces robots nécessitent d'abord des tests. Wan demande alors à l'un d'eux de se faire passer pour lui devant son père. Littéralement, le vieux est surpris que son fils crasseux soit maintenant si parfait. Ce n'est pas un otaku, il ne se masturbe jamais, c'est fou au point que ça commence à devenir étrange. Et le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, ce qui touche Wan qui y croit, parce que ce vieux est aussi une intelligence artificielle. C'est faux, son vrai père ne l'aime pas. Voyant clairement qu'elle en a assez que la vie soit aussi absurde, elle fait une hémorragie assez importante, ce qui l'envoie à l'hôpital, tandis que Yasen reçoit de mauvaises nouvelles. Il a grandement négligé son travail, son rang est littéralement inférieur à celui de Taku, niveau 600. Les choses évoluent, il reçoit des missions plus adaptées et invente des loisirs pour garder cette femme en vie. Wan, un millionnaire à la retraite, poursuit son rêve de devenir chanteur malgré son manque évident de talent. Et c'est ici que la nouvelle mission du Prota apparaît, couvrant cet immortel qui est à la recherche du sens de la vie. La meilleure solution est donc de l'emmener vers des gens qui ont réussi. Mais les humains sont souvent très superficiels et quand ils rencontrent un obstacle, ils stagnent trop longtemps. Comme on le voit quand le protagoniste soulève 300 kilos avec un bras et finit par ruiner le rêve de plusieurs personnes. Néanmoins, le vieil homme capte son attention. Une annonce en 2 étapes pour trouver le sens de la vie en se dépassant. En rencontrant un autre humain superficiel qui te sort un discours de motivation pour ensuite te vendre son cours en ligne en 2 étapes simples. Beaucoup de marchandises, clairement une arnaque. L'immortel veut partir et laisser une très mauvaise note au protagoniste. Cependant, ils sont interrompus par une blonde déterminée à voler le riche. Elle élimine tous les gardes avec facilité. Et elle soumet le protagoniste qui, bien qu'il soit fort pour les humains, est un perdant au niveau de sa propre race. Cette femme contrôle littéralement les objets à volonté, la rendant invulnérable aux projectiles, pièges et tout ce que vous voulez. Quand Jansen se libère de la pierre et que l'enthousiasme grandit, il demeure cependant maîtrisé. C'est là qu'il cherche un plan B, l'escroc communique avec la Ligue. Mais comme Menke ne veut pas s'exposer au danger, c'est aux gardes de s'en charger. Eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, puisque la blonde les punit un par un. Alors Jansen décide de tout miser sur un plan où Menke distrait un peu la fille avec l'appareil qui ne fonctionne pas. Juste pour que Jansen utilise son téléphone portable et que la fille puisse demander de l'aide au chef des héros de cette ville. Et il faut le dire, cela change complètement le cours de la scène, avec une entrée épique sur les lieux. Un vieil homme en costume qui, d'une seule main, tient la fille, laissant l'escouade de nettoyage tandis qu'il l'emmène la punir ailleurs. Malgré le chaos, Mei fait preuve de courage, mais refuse de l'admettre elle-même. C'est là qu'une nouvelle attaque du parasite l'endort et que l'assistant de Wan lui prépare une grande transfusion qui la stabilise.
Pendant ce temps, Yassen en profite pour la calmer, non seulement avec le paysage de la Terre, mais aussi avec le message qu'elle voulait entendre. Car dans un endroit comme la Terre, curieusement, c'est suffisamment inclusif pour ne pas faire de différence entre les forts et les faibles. Et à la fin, peu importe qui, tout le monde a son moment. Situation excitante pour eux deux, où Menke décide de faire le premier pas avec ce baiser, dans un moment assez étrange. Ce qui les amènerait à rendre leur relation plus profonde, bien que très tendue, car le contact devient plus gênant. Même dans ce cas, la femme commence à tout suggérer sur le plan sexuel. Et c'est grâce à Mo que la fille se calme et comprend que s'ils s'aiment, ils doivent en parler. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée. Le prota passe une très mauvaise journée car il est de moins en moins utile dans sa ligue. Pendant ce temps, il ressent le mépris de ses supérieurs présumés. De plus, son supérieur l'informe qu'en raison de son classement, il pourrait perdre sa licence de héros. C'est ainsi que la nuit tombe et Menke est heureux à cause de la déclaration qu'il va faire. Il tombe alors sur un protagoniste épuisé qui, bien entendu, ignore la situation et parfois même feint de ne rien comprendre. Juste pour la surprendre avec la nouvelle que, puisqu'il est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne plus causer de problème. Menke, sans contexte, ne ressent que colère et frustration. Heureusement, l'immortel réapparaît et a besoin d'une nouvelle faveur, lui donnant quelqu'un sur qui se défouler. Et en fait, le prota l'accompagne sur une planète où les habitants vivent très peu de temps, et cela les amène probablement à comprendre le sens de la vie plus rapidement. Des problèmes qui finissent par partir avec toute l'équipe pour aller voir des créatures qui consacrent leurs 3 mois de vie à l'amour. Naître, tomber amoureux, avoir des enfants et mourir. Quelque chose de très simple pour le vieux, mais qui émeut Menke, qui est à cette étape, tandis que Yazen l'ignore. Mo et Wan progressent ainsi avec nous. Ils découvrent une plante qui, lorsqu'ils la sentent, crée une illusion d'amour. Mais cela échoue car ils se répugnent l'un l'autre, mais seulement en la sentant. Menke attire tous les célibataires de la planète, les plongeant dans une illusion avec ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela est dangereux pour sa vie, et Janssen essaie de s'interposer, mais la colère que la fille lui porte le bloque. Le protagoniste lui a expliqué qu'il se sentait responsable d'elle, mais qu'il ne l'aimait pas. Mo l'aide heureusement, car le gars n'en est pas conscient. La solution est de rentrer et de lui parler clairement et gentiment. Le problème est dès qu'ils rivalisent avec des idéaux parfaits, qui d'une façon ou d'une autre ont tous quelque chose du protagoniste. Et on comprend son amour pour lui. Le souci, c'est que ces gars sont parfaits, ils ne causent aucun problème. Je sais, il essaie de l'impressionner en étant gentil, mais elle s'enfonce de plus en plus dans cette réalité. Il ne reste plus qu'à utiliser la violence. C'est toujours la solution, du moins jusqu'à ce que le millionnaire apparaisse, celui avec qui il ne peut pas faire ça. Et quand il est sur le point d'emmener la fille, par crainte de la perdre, il exprime clairement toutes ses pensées. Cette nuit-là, il connaissait les intentions de Menke, au-delà de l'amitié. Mais toute la journée, il a été un perdant. Ça ne lui donnait pas vraiment le moral pour accepter une fille qui le respecte comme un héros, sachant qu'elle le surpassera probablement en mentalité. Des paroles qui touchent tellement qu'elles font que la fille détruit totalement l'illusion et qu'elle soit maintenant heureuse de ce qu'elle vient d'entendre. En lâchant un « je t'aime », c'est curieux que ce soit enfin réciproque dans une séquence digne d'un feuilleton, d'un amour pur. Du moins jusqu'à leur arrivée à l'appartement, où le protagoniste ne fait finalement pas ses débuts. Car son ami d'enfance, par jalousie, finit par l'emmener sur sa planète d'origine, sans possibilité de communiquer avec la Terre ni avec Menke. Et en fait, c'est ce lieu, avec ses conditions extrêmes, qui a créé cette race surhumaine pour défendre toute la galaxie. Et maintenant, tous ces héros sont réunis pour une réunion importante, où leurs nouveaux grades leur seront attribués, comme il l'avait déjà annoncé au prota. Et c'est parce qu'il a une note si basse, que si ce n'était pas pour une erreur un peu polémique, qui a légèrement amélioré son score, il devrait retourner sur sa planète sans aucun moyen d'en sortir. Cependant, il peut désormais renouveler son permis, mais avec un entraînement très poussé. Et dans laquelle sa fidèle amie Ruby décide de l'accompagner. Pendant ce temps, Menke, désespérée pour le protagoniste, cherche des informations partout jusqu'à ce qu'elle trouve le gars aux cheveux verts qui lui raconte comme Janssen. Maintenant, il est sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a littéralement envoyé dormir, mais elle, en lui laissant une mauvaise note en tant que héros, finit par le détruire, l'envoyant aussi passer son permis. Et ainsi passent les jours où le protagoniste doit subir les épreuves, étant le moins prodige de tous. Pendant ce temps, Men tente de vivre normalement, mais Janssen s'est trop immiscée dans sa vie. Malgré la souffrance du protagoniste, c'est elle qui abandonne en premier en tombant dans le coma. En se souvenant du protagoniste qui, comme nous le voyons, a plus de courage qu'il ne le montre, puisque l'obsession de Ruby vient de leur enfance et du moment où ils ont été choisis. Si tu avais un grand pouvoir, tu devenais un héros, mais si c'était une capacité inutile ou inexistante, on te laissait comme instructeur sur ta planète.
pour les nouvelles générations. Et c'est là qu'une petite Ruby devait ressentir la frustration et le harcèlement de ne pas avoir de pouvoir. Mais le protagoniste, qui l'a soutenu et encouragé pendant des années, l'amène à atteindre un pouvoir de niveau S. Puis, il cesse toute activité. C'est sa force mentale qui a fait de lui un héros. C'est pour cela que les épreuves les continuent de lui coûter cher, parce qu'il n'a pas la condition physique. Ce qui est tout le contraire de son frère Joe, qui, comme nous l'avons découvert, a été l'un des plus grands héros de ces dernières années. Jusqu'à sa retraite, il lui a offert le pendentif qui a déclenché cette aventure. Ses souvenirs de son frère restent toujours positifs. Rétabli, il retente l'épreuve avec motivation, débutant plutôt bien. Cependant, il prend un raccourci qui, même pour les héros les plus forts, devient un enfer. Mais s'ils réussissent à le traverser, cela facilite grandement leur route. Ruby décide alors d'aller le sauver pour préserver son esprit. Mais à sa grande surprise, il s'effondre rapidement. Il apparaît de l'autre côté avec la jeune fille dans ses bras, sous les applaudissements et le respect des autres héros. Cependant, Rory sait vraiment ce qui s'est passé. Et c'est que le raccourci est un enfer pour l'esprit, selon la puissance du héros. Ainsi, Yasen n'a littéralement aucun pouvoir, hormis la différence de gravité que nous avons notée. Ce type a dû vivre sa vie en difficulté maximale, avec les meilleurs mondiaux sur sa liste. Mais bon, voilà qu'il arrive sur Terre, juste pour ne trouver manquer nulle part. Il ne lui reste plus que la dernière épreuve pour récupérer sa licence. Cependant, Mankey, après son coma, reçoit la visite de Moe qui constate son rétablissement total, comme si rien ne s'était passé. Clairement, quelque chose a changé avec le parasite. Moe, fan de super-héros, emmène Wan dans son laboratoire financé par ce dernier pour lui faire passer une série de tests. Il découvre une capacité à plier de petits objets. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne pour améliorer son esprit, mais il n'y a pas de grands changements. Cependant, un jour, lors d'un épisode de dépression causé par le protagoniste, quelque chose s'éveille en elle, comme la dernière fois, ajoutant un changement dans son pouvoir qui lui permet maintenant de refaire les objets. C'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité. Et c'est ce qu'elle commence à entraîner, pour qu'à la fin, littéralement, elle détruise de grands objets rien qu'en y pensant. Pendant ce temps, Mo semble informer une personne mystérieuse de tout ce qui se passe. En fait, le plan de la jeune fille est de faire de Mankey la nouvelle héroïne de ce monde. Pour cela, ils doivent voyager pendant plusieurs jours vers un lieu isolé. Et c'est la raison pour laquelle Yasen n'a trouvé personne. Cependant, maintenant, avec Ruby, il doit se rendre à la dernière épreuve de la licence, qui les fait passer par de nombreux endroits, voire même changer de statut dans la vie, disons. Tout ça pour qu'après toutes ces épreuves, ils se retrouvent au milieu de la mer, où un mystérieux bateau apparaît. Avec nul autre que la célèbre Armanche en personne, cette fois, elle est ravie de voir enfin le protagoniste. Elle peine à la reconnaître avec sa nouvelle couleur modeste, mais est émue. C'est ici que le véritable rebondissement nous est offert. Et en fait, ce n'était pas tout à fait une coïncidence. Puisque l'allié de Mo, qui l'a conseillé tout au long du processus de cette jeune fille, c'est Joe, le frère du protagoniste, qui est apparemment derrière tout ça. Et d'une nouvelle rencontre qui aura sûrement beaucoup de choses à révéler. Cependant, c'est ici que la première partie de cet anime nous laisse, avec tout le suspense, mais heureusement, une histoire aussi bonne continue. Deuxième partie, objectif de 4000 likes et la vidéo sera mise en ligne immédiatement sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien à la vidéo, j'espère que vous apprécierez la série. Je vous laisse ici le nom, et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.